Ce voyage nous emmène au-dessus des premières côtes de Bretagne. Décollage de Saint-Malo, le long de la côte d'Émeraude jusqu'à la côte de Granit-Rose. Nous y survolerons la ville de Dinard, dépassons le cap Fréhel pour finir au-delà de Saint-Brieuc. Saint-Malo était une cité corsaire. Les gréements qui croisent régulièrement l'arche de la ville médiévale sont là pour le rappeler. Selon une légende, c'est à cause d'un raz-de-marée que Saint-Malo est devenu une presqu'île. L'ancien duché de Bretagne, connu pour sa ville close, date du Moyen-Âge mais se taille une réputation avec la découverte du Nouveau Monde, un tournant dans l'histoire. Car Saint-Malo devient alors le repère de prestigieux marins français. À l'intérieur de ces remparts résonnent les noms des hommes qui en ont fait la gloire. Jacques Cartier qui apparaît un jour de Saint-Malo pour découvrir le Canada. C'est d'ici que le corsaire Robert Charles Surcouf montait à l'abordage des marines ennemies. Ces Anglais en particulier, qui coquins de sort, se rebiffaient à l'occasion, piégeant dans ses filets nos plus jolis vaisseaux. Leurs courses, les flibustiers les effectuaient à bord de vaisseaux comme l'Étoile du Roi, réplique d'une frégate du XVIIIe siècle, rachetée à un armateur anglais. La frégate est un merveilleux musée à quai. Il sert aussi régulièrement de décor pour le cinéma et participe chaque année aux festivités du port. Le château de Saint-Malo, incarcéré dans ses remparts scellés à même la roche, offre une vue imprenable sur l'estuaire de la Rance. Le fleuve débouche dans une région où l'amplitude des marées est la plus forte d'Europe. Un phénomène exploité dès le Moyen-Âge, époque à laquelle jaillissent les premiers moulins à marée. Il y en a 14, de part et d'autre de la Rance. Certains tournent vaille que vaille, d'autres ont disparu sous la vase. Celui-ci ne fonctionne plus, mais son propriétaire, qui l'a entièrement restauré, y était trop attaché pour le voir dépérir. La raison pour laquelle il l'entretient contre vents et marées. Ces moulins sont en réalité les ancêtres de l'usine marémotrice. La voici tournant à gros bouillon. L'usine marémotrice de la Rance est celle qui produit la plus grande quantité d'électricité au monde, ce que consomme annuellement une ville de 200 000 habitants. Le principe est simple. À marée descendante, le barrage retient l'eau de mer. L'ouverture des vannes libère l'eau sous pression et déclenche le mouvement des turbines et la production d'électricité. L'énergie marémotrice est à la Rance ce que les malouinières sont à Saint-Malo, inséparables. Ces résidences servaient de pied-à-terre aux armateurs où ils jouissaient des richesses rapportées des Amériques ou des Indes. Les plus nantis y faisaient aménager des jardins rivalisant d'éclat. Des écrins de verdure inspirés des créations d'André Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV. Le cas de la malouinière de Montmarin, pittoresque avec son potager. Plus atypique encore est celui du château de la Balue, avec son jardin maniériste de style Renaissance. Il y a plus d'une centaine de malouinières dans la région. C'est dire la convoitise suscitée par les lointains Eldorado. Les plus modestes d'entre elles peinent à subsister.
comme la malouinière de Puy-Sauvage, un héritage lourd à porter. C'est finalement grâce à la vente des plantes exotiques, ramenées des Indes notamment, qu'elle échappa à la banqueroute. En allant vers l'ouest, sur l'autre rive de la Rance, la côte d'Émeraude exhibe ses perles. Dinard, aux 407 villas classées, construites par des Anglais en mal de mer. À côté, le village de Saint-Lunaire devient une station balnéaire grâce à un riche haïtien tombé du ciel. Le prince des Caraïbes engage sa fortune pour en faire l'endroit le plus branché de la côte, mais malgré ça, ne parvint pas à concurrencer Dinard. Il existe en France 4 hippodromes marins. Tous ont failli disparaître il y a 5 ans environ, pour des raisons de sécurité principalement. Mais la popularité des courses qui s'y déroulent est telle que certaines municipalités les maintiennent vaille que vaille. À Lancieux, au début du mois de juillet, 1500 personnes s'arrachent les billets pour assister au Challenge hippique. C'est dire son succès. À mi-parcours, nous abordons la côte de Goëlo qui nous guide jusqu'à la fin de ce voyage, de Fort-la-Latte à Saint-Quay-Portrieux. L'engin qui nous transporte prend parfois des allures de machine à remonter le temps. Car voici qu'après les cavaliers de Lancieux, surgit un château fort. Perché sur sa falaise, comme mare arraché de la côte, voici Fort-la-Latte, construit au XIVe siècle. Il occupait autrefois une position stratégique sur la Manche, colportant sa réputation de citadelle invincible. Mais vieillesse ennemie oblige, après la Révolution française, jugé inapte, il tombe en désuétude. Bien plus tard, un passionné de pierres séculaires lui offre une seconde chance et entreprend sa restauration, qui s'achève en 1950. La même année, juste en face, est inauguré le phare du Cap Fréhel. Le bâtiment se dresse à côté de la première tour éclairante, érigée par Vauban. Par temps clair, le feu de sa lanterne est visible à 100 km à la ronde, sécurisant ainsi le passage de la baie de Saint-Brieuc vers la rade de Saint-Malo, une traversée périlleuse à cause des vents violents qui s'abattent dans cette zone. Nous voici à présent sur la plage d'Erquy, une station balnéaire qui aurait servi de décor aux aventures du célèbre personnage de bande dessinée Astérix le Gaulois. En feuilletant ses albums, on pourrait presque reconnaître ce cap et ces falaises où le dessinateur Albert Uderzo avait l'habitude de partir en balade. Pour remonter les rives du Trieux, mieux vaut prendre le train. Cette traction et ces wagons datent du début du siècle. Ils ont repris du service il n'y a pas si longtemps, pour le plaisir des visiteurs de la région. Une façon originale de découvrir les paysages qui longent le cours d'eau jusqu'à Pontrieux, terminus de la ligne.
Comme un train peut en cacher un autre, autrefois sur le littoral circulaient les convois de la Compagnie des Côtes du Nord. Ils empruntaient ainsi plusieurs dizaines de viaducs monumentaux pour s'affranchir du relief accidenté de la région. Ces ouvrages ont marqué les annales des ponts et chaussées au point que l'ingénieur qui les avait conçus en fut décoré de la Légion d'honneur. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, mais les arches du Polytechnicien continuent d'éblouir cyclistes et randonneurs. Toutes les voies ferrées mènent à Saint-Brieuc, resté attaché à son passé cheminot. Les cabanons du Valais font partie de ce patrimoine, devenu embarrassant depuis que la loi du littoral interdit toute construction sur le front de mer. Mais malgré les mises en demeure, les cheminots briochins et leurs descendants ne sont pas décidés à abandonner leur résidence secondaire. À quelques kilomètres de Saint-Brieuc, des 1001 demeures du littoral, voici l'intruse. À Saint-Quay-Portrieux, la villa Kermor témoigne d'un temps où l'Orient fascinait encore. Non loin de là, derrière ces falaises, sommeille une étrange forêt semblant sortie de la grève. L'image est à peine usurpée. Ces pieux d'amarrage sont de véritables arbres plantés avec leurs racines. Plus qu'un jardin, la petite crique est un Éden que les pêcheurs d'ici préfèrent garder secret. Le signal pour nous de mettre le cap vers de nouveaux horizons.